J'avais un rendez-vous avec un client et c'était pas lui en fait, c'était un autre qui se faisait passer pour lui en pensant que je l'avais jamais vu. Et quand je vois parfois des créateurs de contenu ou des influenceurs sur Instagram qui disent des choses fausses, qui font des énormes raccourcis, qui conseillent parfois de faire des choses illégales même. On a l'habitude de voir des arnaques depuis des années, mais on dirait que ça se calme pas et donc les gens continuent à tomber dedans. Et moi je regarde le truc pendant 30 secondes, ça te met le doute. Je pense que c'est faux mais c'est bien fait quand même. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui on accueille Jérémy Blackwell. C'est celui que Forbes appelle le banquier des stars de la tech. Alors si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse, bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on accueille Jérémy. Jérémy, bonjour. Enchanté Alexis. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu pourrais commencer par te présenter rapidement? Alors oui, bien sûr. Donc, alors j'ai deux casquettes. Je suis donc directeur et gérant de fortune au sein de la banque Autingre et j'accompagne essentiellement des entrepreneurs dans la gestion de leur argent. Et parallèlement à ça, je suis aussi business angel depuis une quinzaine d'années et j'ai investi dans une cinquantaine de startups. Donc tu as une grande carrière en finance. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette voie-là? En fait, à la base, moi, j'ai été passionné par les marchés financiers, par la bourse depuis tout petit. Ok. Mon papa aimait bien la bourse. Hein, c'est pas du tout son métier, mais il m'en parlait pas mal quand j'étais petit. Et du coup, j'ai trouvé ça naturel de commencer à faire de la bourse à 10-11 ans, alors qu'en fait, c'était pas du tout pas du tout normal, mais j'avais l'impression que c'était normal à l'époque. C'est assez dingue. Donc ensuite, tu as choisi un cursus et finance. après, moi, j'ai fait Dauphine Okay. avec une spécialité quand même aussi en gestion de patrimoine, que ça m'intéresse également. Je pensais plus limite pour gérer mon propre futur patrimoine quand j'ai choisi ça. Et j'ai voulu plutôt commencer d'ailleurs à vraiment travailler dans la bourse, mais je suis sorti en 2008, faillite d'Lehman Brothers, et en gros on me proposait encore des stages dans la bourse et donc j'avais fini par débuter à la Société Générale en tant qu'ingénieur patrimonial. Donc en fait, tu as été victime du coup de la crise de 2008 et c'est ça qui t'a un petit peu réorienté Collatéral direct, oui, j'aurais plutôt fait de la gestion de portefeuille. Bon, il se trouve que j'en fais un peu. Moi, j'ai la chance de pouvoir aussi, pour certains clients qui le souhaitent, vraiment faire de la gestion de portefeuille, leur acheter des actions, choisir exactement ce que je prends comme action, etc. Gérer la gestion sur mandat moi-même. Mais globalement, maintenant c'est plutôt vraiment la gestion de patrimoine où j'orchestre l'allocation, je choisis les grandes allocations, mais après c'est des experts qui vont gérer la partie private equity, la partie production structurée, la partie bourse, etc. Donc aujourd'hui, tu es à la banque Autingre. Exactement. Après 2008, du coup, tu t'es réorienté. Dans cette période-là, tu es passé par plusieurs structures. Alors ouais, donc j'ai fait la Société Générale, je fais HSBC 4 ans, et j'ai fait la Banque Atlantique pendant 8 ans et demi, quasiment 9 ans. Mon dernier poste avant Autingre, et j'ai eu 3 postes différents à la Banque Atlantique, mais j'avais participé à la création d'un pôle pour gérer les entrepreneurs de la tech, globalement, et les VC. Toujours cette ligne de conduite. Hello, j'interromps cet épisode pour vous présenter l'entreprise qui est derrière la production de ce podcast. Je m'appelle Alexis Perrino et je suis le CEO de Jared, une startup qui développe un assistant d'aide à la gestion des finances personnelles. Gérer ses finances, c'est quelque chose d'universel. Pourtant, on est tous différents face à ce sujet-là, notamment parce qu'on n'a pas la même éducation financière ou pas les mêmes compétences. Et c'est pour ça qu'on a créé Jared. C'est un outil qui va interagir avec vous, apprendre à vous connaître et vous aider à identifier vos objectifs, vos besoins, vos faiblesses. On offre aux professionnels un nouveau moyen de vous partager leur contenu pour vous aider à progresser. Et cerise sur le gâteau, vous aurez même la possibilité de prendre contact avec eux si vous souhaitez être accompagné. Donc si le sujet vous intéresse, le lien est dans la description et moi je retourne à l'épisode. Tu parlais tout à l'heure de ta orientation vers le banque au niveau tech. Ouais. Justement, c'est quand est-ce que cet intérêt pour la tech t'est venu et comment en fait est-ce que tu as commencé à t'intéresser vraiment à ce domaine spécifique en fait? En fait, c'est à travers la bourse que j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à la tech. Notamment, je faisais, j'étais jeune, j'avais genre 12 ans, mais je faisais toutes les introductions en bourse un peu avant les 4 points de début d'Internet. Donc, ça parlera pas aux jeunes, mais des Liberty Surf, des Valtech, des Fisystem,
premières agences un peu agences internet où les participants c'était un fournisseur d'accès à internet, enfin beaucoup de boîtes qui s'introduisaient qui à chaque fois prenaient à 100% de la journée en gros et moi je la revendais tout de suite et après j'ai investi dans pas mal de GAFA, de Alibaba, de Tencent, de Valor Tech, Okay. Petites ou grosses, et c'est via la bourse que j'ai commencé à m'intéresser à la tech. Et après, du coup, assez naturellement, je suis passé d'un placement risqué à un autre placement risqué et j'ai commencé à investir ce que j'avais gagné et pas reperdu en bourse dans les startups. Et c'est comme ça du coup que Forbes en vient à t'appeler, comment, le banquier des stars de la tech, non? Le C'est banquier quelque des chose comme stars de la tech, ouais, ça m'a fait une bonne pub, hein, je les remercie. Mais oui, alors, en fait, comme j'adore la tech, j'adore le côté entrepreneur. Petit à petit, moi j'ai toujours fait de la gestion de fortune en gros, mais au début j'avais plutôt des clients PDG, etc., plus classiques on va dire, ou famille, héritiers, etc. Et petit à petit, je me suis focus, je me suis dit bah maintenant je vais prendre que des clients quasiment entrepreneurs ou des gros dirigeants dans la tech. Comme ça, en fait, j'ai la chance de pouvoir un peu choisir mes clients. C'est ça, ce que j'allais dire, c'est que tu es dans une position où tu as la possibilité quand même de choisir les clients que tu vas accompagner et du coup, tu peux choisir des clients qui sont sur des sujets qui vont te parler. Qui m'intéressent et du coup, on sera bien en phase, on va bien s'entendre. Ouais. Les entrepreneurs dans la tech sont contents d'avoir un banquier qui les comprend, qui investit. Et d'ailleurs, très souvent, on oublie que je suis banquier. On m'invite tout le temps à des événements d'entrepreneurs. Ils sont vraiment que pour l'entrepreneur. Et... C'est vrai que t'es particulièrement visible sur ce créneau-là, en fait, hein, la partie finance, mais très corrélée à la tech, etc. C'est là-dessus que tu es identifié. Ouais, bah c'est ce qui me passionne et du coup, j'ai réussi à en faire voilà mon métier. Ça s'est fait assez naturellement. Comment est-ce que tu vois l'avenir de la technologie dans la finance? Comment est-ce que tu vois justement les grands changements qu'on est en train d'observer, l'arrivée de l'IA, la digitalisation que certains acteurs en finance n'ont pas encore forcément achevé? Comment est-ce que tu imagines vraiment le secteur des finances au sens large, hein, pas que la banque, mais les finances personnelles, la gestion de son patrimoine, la gestion de ses finances, la gestion de budget? Comment est-ce que tu apprécies un petit peu tout cet environnement-là par rapport à tout ce qu'on est en train de voir comme évolution technologique? Je pense qu'effectivement, il va y avoir des gros bouleversements. La finance, c'est quelque chose qui n'a pas été tant que ça disrupté depuis longtemps. Globalement, tout ce qui est IA, pas que dans la finance, va entraîner beaucoup d'assistants qui vont aider à accompagner les gens pour les aider à raisonner, simplifier les tâches, gérer leurs finances personnelles aussi. Donc ça c'est un sujet. Bon, on voit Apple là qui vient de lancer Apple Intelligence. Du coup, ils ont fait un accord avec OpenAI et ils intègrent dans leur téléphone tout ce qui est IA. Et ils pourraient très bien intégrer aussi à terme peut-être des features plus finance, hein, ils ont déjà Apple Pay par exemple. Et puis après, je pense que dans un premier temps, ça va être plutôt utilisé peut-être pour accompagner certains banquiers, pour les aider à être meilleurs pour les allocations, à mieux diversifier, etc. Comme ça peut être le cas pour les médecins, pour les aider à identifier les bonnes maladies, etc. Donc on pourrait imaginer que pour un banquier, ça pourrait l'aider à tellement d'offres financières, tellement de fonds, tellement de possibilités d'investissement que ça pourrait être un outil pour pouvoir améliorer entre guillemets le banquier. Mais après, pour des métiers vraiment comme moi, plus gestion de fortune, qui sont quand même très basés sur du relationnel, sur du réseau, sur de l'accompagnement beaucoup plus que financier, parfois un peu psychologique aussi, par exemple. Je pense qu'il y aura toujours besoin de banquiers et que ça va pas non plus. Les banquiers ne seront pas remplacés par des IA, quoi. Mais sur cet aspect-là spécifiquement, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on est quand même en train d'aller un petit peu dans le sens inverse quand on voit justement que les gens ont finalement au fil des années de moins en moins de contact avec leurs conseillers bancaires sur des sujets qui deviennent de plus en plus standards? Bien sûr. Quand on voit que certaines banques commencent à mettre en place des systèmes où on doit soit s'abonner, soit payer un petit peu comme pour un médecin la consultation avec son conseiller, est-ce que il n'y a pas quelque part du coup une contradiction avec ce que tu dis, avec le besoin qu'on va avoir de se raccrocher à de l'humain? Je pense faut vraiment distinguer la partie retail, effectivement, où les conseils sont un peu en train de disparaître, ils sont en train plutôt de
les grands réseaux bancaires ferment des agences. C'est un enfer pour avoir un rendez-vous avec son conseiller. Moi, j'ai essayé une fois, il fallait prendre un rendez-vous un mois avant. Enfin, c'était absurde. Et à la Société Générale, pour ne pas le nommer. On bipera au montage. Et donc là, effectivement, je pense qu'il y a un vrai sujet et que c'est vrai que beaucoup de jeunes du coup peuvent se tourner vers les banques en ligne et avoir des services qui sont sûrement aussi bien, voire mieux que ce que leur propose leur agence de quartier. Après, voilà, pour tout ce qui est plus banque privée, gestion de fortune, moi par exemple, j'ai des clients que j'ai quasiment tous les jours au téléphone, qui m'appellent tout le temps et ça pourrait pas forcément être remplacé par une IA parce que c'est vraiment des sujets qui sont pas forcément que financiers où il y a toujours une problématique financière, mais ça peut être vraiment. Moi, j'ai beaucoup de clients par exemple qui gagnent beaucoup d'argent du jour au lendemain quand ils vendent leur boîte et qui vont beaucoup me solliciter au début sur du coup comment je gère la situation par rapport à mes amis. Est-ce que je les invite quand je pars en vacances maintenant? Est-ce que ma copine faut que j'achète un cadeau parce que j'ai vendu ma boîte? Incroyable, c'est vraiment des questions c'est des questions notamment pour les plus jeunes, on va dire j'ai pas mal de clients qui ont moins de 30 ans par exemple, qui reviennent quasiment systématiquement. Ouais. C'est hallucinant. En fait, c'est ce que tu dis, c'est en fait qu'il y a vraiment une grosse dimension presque d'accompagnement psychologique. Voilà, psychologique ou émotionnel. Ouais, Il peut y avoir des gens qui sont stressés d'avoir beaucoup d'argent aussi tout d'un coup. Il n'y a pas de règle, chacun réagit différemment. Ouais. C'est hallucinant. Et finalement, en fait, ces gens-là, en tout cas, ces personnes qui deviennent fortunées du jour au lendemain, finalement, on se rend compte que il y a aussi un sujet d'éducation financière parce qu'en fait, tout ce qu'ils ont appris n'est pas forcément adapté à la situation dans laquelle ils se retrouvent du jour au lendemain. Bien sûr, c'est souvent des gens qui ont beaucoup travaillé et du coup, parfois, qui peuvent ne pas avoir une excellente éducation financière. En fonction notamment des études qu'ils ont fait, mais parce qu'ils étaient hyper focus sur le boulot ou avoir de bonnes bases mais avoir jamais vraiment pratiqué, pas forcément eu le temps d'investir en bourse ou dans les startups, etc. Et du coup, je les aide aussi un petit peu à le faire. Il y a un côté aussi un peu pédagogique, on va dire. C'est super intéressant en fait cet aspect-là. Alors l'éducation financière, on reviendra dessus un peu plus tard, mais en fait ce que tu décris là, c'est assez drôle parce que ça me fait penser à tout ce qu'on voit dans certains reportages ou des couvertures médias sur les personnes qui ont par exemple gagné au loto. Tu sais, enfin les personnes qui gagnent au loto et qui du jour au lendemain, en fait se retrouvent à ne pas savoir quoi faire d'une telle fortune. Il y a comme un parallèle, on dirait, sur ces aspects. Je pense que les personnes qui ont gagné l'auto, ils partent quand même de beaucoup plus loin en moyenne, vrai, parce que voilà, ils n'ont pas gagné leur argent et pour réussir à faire fortune, il faut quand même être bien câblé, smart et avoir quelques connaissances aussi souvent quand même financières. Alors que vraiment, tout le monde peut gagner du jour au lendemain au loto, mais j'ai déjà eu par exemple des clients par exemple qui ont beaucoup d'actions d'une boîte, ça peut être Amazon, Nvidia, une boîte qui a explosé, et qui ont un peu l'impression d'avoir gagné l'auto. Et j'en ai un qui me racontait il y a pas longtemps là que du coup il avait gagné beaucoup d'argent avec ses stocks et en fait il avait demandé à ses collègues à partir de combien vous si vous gagnez l'auto démissionnerez de votre travail, etc. Et tout le monde avait répondu 3, 4 millions, etc. Lui il avait beaucoup plus et du coup il a démissionné et certains même parce que personne savait qu'il avait autant de stock parce qu'ils avaient jamais vendu en fait depuis longtemps et certains même pensaient qu'il avait gagné l'auto en fait. C'est dingue. J'ai le souvenir d'une discussion avec un ami qui me disait qu'il avait essayé de faire le calcul et je crois que est arrivé à conclusion qu'il faudrait minimum, je crois, 12 millions pour pouvoir arrêter de travailler, avoir en fait un train de vie aisé qui viendrait uniquement du rendement du capital. Ça dépend vraiment de chacun. La richesse, c'est une notion très subjective. En général, à partir de 5 millions, du coup, même placé à 5%, ça fait du 250 000 euros par an. Voilà, je pense que c'est plus que la vivre bien. Mais... Et même énormément. On est sur des montants qui sont très importants. Là, il y a pas longtemps, il y a une étude qui est sortie qui montrait un petit peu le niveau de vie en fait en France, les revenus médians et puis en fait combien de personnes vivent en dessous de tel revenu et en fait ce chiffre-là, je pense qu'on est dans le 1%. Bien sûr, même pas 1%, je pense. Ouais. Peut-être même plus. Ouais, tout à fait. Mais c'est drôle, c'est tellement relatif la notion de richesse que voilà, on peut demander à 10 personnes
à partir de quel montant vous serez riche et on aura vraiment 10 réponses différentes. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, surtout que de plus en plus, c'est pas au plus l'unique facteur qui va être regardé par les gens. La qualité de vie qui est de plus en plus observée. Beaucoup de gens en fait changent d'emploi parce qu'ils vont aller chercher quelque chose qui va leur apporter plus de flexibilité, qui va leur proposer plus d'avantages qui n'ont rien à voir avec des avantages financiers. Plus proche de leurs valeurs, etc. Des valeurs très importantes. Juste pour finir ce sujet-là, au niveau un peu tech, investissement, etc., est-ce que tu te rappelles de ton tout premier investissement en startup? Alors oui, je me rappelle alors de mon tout premier investissement. Alors j'en ai deux que j'avais fait un peu en même temps. Un qui s'appelait Sugar Price, qui voulait un peu... c'était un peu un Groupon avant l'heure, mais un peu trop tôt. Du coup, qui s'était planté relativement rapidement, mais l'idée était pas mal. Et l'autre qui s'appelait Ilou, qui a marché pendant quelques temps avant de disparaître également. C'était la location entre voisins. En gros, tu as une perceuse, tu la loues à ton voisin. En fait, ils auraient dû faire de bons coins en vrai. ça aurait été mieux. Parce qu'il y avait cette idée un peu comme un site type Le Bon Coin, mais c'était pas pour vendre, c'était plus pour louer. Donc à quelqu'un qui était pas très loin de toi, ça pouvait être des skis, tout. Mais c'était en vrai une super bonne idée. Mais c'était il y a genre 16-17 ans et la techno était pas au point en fait. La techno était pas je pense que maintenant en vrai ça pourrait peut-être marcher. Il y a beaucoup de projets qui ont été sortis un peu trop tôt. Ça ressemble un peu à Allo Voisin maintenant, par exemple, même si je crois qu'ils ont pivoté. Mais... Et en fait, si je posais la question sur ton premier investissement, c'est qu'est-ce qui t'a... Alors, tu as un profil qui est particulier parce que l'investissement, je suppose, même à ce moment-là, rien de nouveau pour toi. Mais globalement, qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier? Qu'est-ce qui t'a fait dire ok, en fait, l'investissement en startup, c'est pour moi, c'est quelque chose sur lequel je veux me mettre, j'estime avoir une sensibilité pour ça. Bon, après, c'était un peu, par opportunité aussi, c'était ami d'amis, hein, en gros, comment t'es tombé dessus, donc? Ça, c'était ami d'amis, en gros, moi, je commençais à m'intéresser aux startups, je m'étais dit pourquoi pas investir, et du coup, j'ai dû dire ça à un pote qui m'a dit, ah bah ouais, justement, j'ai un ami qui lance ça, ça se fait naturellement, D'accord, super. En parlant de tes intérêts, du coup, alors il y en a un que je garde juste après, mais d'abord au niveau toujours des investissements, tu disais, ou en tout cas je crois que tu disais dans Forbes, ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est que ton premier investissement en action, tu l'as fait très très jeune. Ouais. Alors on comprend un peu pourquoi tu l'as fait. Moi, je me demande surtout comment tu l'as fait. Ton compte titre, etc. C'est comment tu t'y es pris? C'est via tes parents? Du coup, oui, c'était via mon père, en gros, parce qu'il faut avoir 18 ans pour pouvoir investir en bourse. Donc, en gros, mon père avait son compte titre à lui et je lui ai demandé d'ouvrir un compte titre à lui, mais qui était en fait à moi, où je mettais mes 200-300 euros pour investir au début. Ouais. C'est quelque chose que tu recommanderais à des jeunes aujourd'hui? Alors, on parle pas de conseils en investissement ou quoi que ce soit, mais globalement, s'intéresser à la bourse, s'intéresser au marché financier, etc. Ouais, bien sûr, ouais. Je pense que c'est bien. Hein. Ouais. Moi, j'ai un petit garçon et je pense que je ferai pareil après. Ça apprend à gérer un peu comme à gérer un budget. Ça apprend à investir. Le réflexe d'économiser pour investir, etc. Je pense que c'est sain de l'apprendre. Après. Moi, je pense que je l'ai fait un peu peut-être trop tôt et avec des montants rapidement un peu trop gros, et que en début de carrière, ça a pu me nuire dans le sens où j'étais un peu la valeur travail. Je disais c'est pour travailler, pour gagner ça, alors que je peux gagner tant en bourse en tant de temps. Et du coup, ça, je voudrais pas le reproduire avec mes enfants, parce que le côté un peu argent facile, décoller de la réalité. Pourquoi travailler alors que je peux faire de la bourse, ou du coup je travaillais mais en même temps je faisais de la bourse au travail tout le temps, enfin donc ça je pense que c'était un peu extrême, mais de le faire avec mesure, je pense que c'est intéressant. Ouais. Ok, c'est effectivement à prendre note du coup et à garder de côté pour effectivement les jeunes générations. C'est ça. Et un dernier point, tu es très présent sur LinkedIn. C'est vrai. C'est d'ailleurs là, tout au début, avant qu'on se rencontre, etc., que je te suivais, que je voyais un petit peu ce que tu postais. LinkedIn, c'est quoi pour toi? C'est un outil de travail, c'est un espace où tu peux partager tes intérêts. Comment tu vois en fait le réseau? C'est quoi ta relation par rapport justement à ton profil, à ta personnalité publique, si je puis dire, sur LinkedIn?
Ouais, bah au début j'ai vraiment commencé LinkedIn un peu vraiment sans un peu la rage, sans stratégie. J'aimais bien tout ce qui était tech et bourse, en gros finance, et donc ouais, je faisais un peu de posts là-dessus. J'avais fait aussi un vidéocast pour aider une startup où j'avais investi, où j'interviewais des entrepreneurs. Enfin, Ouais. ça se fait un petit peu naturellement, et puis bah, petit à petit, c'est devenu plus un outil de travail. Maintenant, je me suis un peu professionnalisé, même si je fais je fais tout seul en général à 3 heures du matin quand je dors pas et ou dans le métro. Mais donc maintenant, c'est quand même un outil de travail dans le sens où avant je faisais un post de temps en temps, je pouvais pas en faire pendant un mois, reprendre sans aucune régularité, enfin tout le contraire de ce qu'on dit qu'il faut faire pour bien percer sur LinkedIn. Et maintenant j'essaie de faire près de posts par semaine, plutôt entre le mardi et le jeudi, enfin d'avoir une certaine rigueur on va dire. Donc et c'est évidemment un super outil pour moi pour capter des nouveaux clients. J'essaie d'avoir une cible plutôt on va dire à high-net ou à ultra-high-net et beaucoup aussi d'entrepreneurs dans la tech, mais c'est beaucoup de dirigeants de boîtes dans la tech aussi. Donc ça m'apporte vraiment beaucoup de prospects qui deviennent clients après, en plus d'une bonne visibilité qui me permet aussi facilement les très rares fois où moi-même je sollicite quelqu'un pour lui demander de le rencontrer pour un café, un resto, etc. J'ai quasiment 100% de retours positifs, et je pense vraiment que c'est lié aussi au fait que je suis assez présent sur LinkedIn. Les gens ont un peu l'impression de me connaître déjà, et puis certains sont curieux de me rencontrer, de me demander comment j'ai fait justement pour percer sur les réseaux, etc. Donc ça m'aide pas mal dans le boulot. Ouais. C'est un vrai boulot. Je suis un peu un ovni dans ma banque. Je pense que certains doivent se demander parfois un peu comment je travaille et tout, mais ça me prend quand même pas mal de temps, mais c'est une bonne part quand même de mes clients que je peux capter via LinkedIn. Ouais. On va passer au dernier gros morceau. Je suis sur l'éducation financière parce que on a fait vraiment le tour de ton profil. On voit un petit peu le recul que tu peux avoir sur ce sujet-là. Bon, la première question que j'ai par rapport à cette thématique, parce que c'est une thématique qui moi me passionne et me fascine. C'est quoi ton regard sur l'éducation financière aujourd'hui et plus particulièrement en toute logique en France? Je pense qu'en France, il y a vraiment un gros déficit d'éducation financière globalement. Bon, je pense que c'est un problème lié notamment à la culture en France. On a quand même toujours un peu le tabou de l'argent, où c'est moins bien vu, on en parle beaucoup moins qu'aux US par exemple. Et donc oui, même moi je constate même pour j'ai déjà vu par exemple des PDG de très gros groupes, CAC 40, etc. que j'accompagnais, des gens hyper intelligents mais qui n'avaient pas une bonne culture financière. Donc ça peut vraiment toucher tous les niveaux. Et globalement aussi, ça peut être aussi un désintérêt peut-être plus que dans d'autres pays. Même si maintenant j'ai l'impression que les gens s'intéressent quand même de plus en plus à la finance, et notamment les jeunes, avec tout ce qu'on peut trouver sur Internet, les formations, les contenus, etc. Mais clairement, il y a un gros déficit d'éducation financière, et moi, ça me tient pas mal à cœur aussi. D'ailleurs, j'investis dans plusieurs boîtes liées à l'éducation financière, parce que je pense qu'il y a un gros sujet, et j'aimerais bien pouvoir contribuer, même parfois à travers de mes contenus, à faire s'intéresser des gens à des sujets qui moi m'intéressent, la bourse, la finance, même les startups, parce que on a besoin de gens bien formés sur ce sujet pour après avoir envie de créer des boîtes, d'investir, etc. Oui, effectivement. Mais ce que tu dis, c'est très intéressant parce que, il y a plusieurs choses. Déjà, le fait qu'on dirait que l'évolution, elle est par palier générationnel. Ouais. En fait, globalement, l'éducation financière, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu le disais, il y a des gros patrons qui vont avoir un manque de culture, ce qui se justifie par le fait que l'éducation financière, au final, c'est pas quelque chose qu'on va avoir tendance à apprendre à l'école, plutôt l'hériter en fait de l'environnement dans lequel on est. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche finalement un peu toutes les strates de la population, et qui peut en fait causer des dégâts aussi sur finalement toutes les strates de la population. C'est sûr. Après il faut déjà avoir un minimum d'éducation pour pouvoir acquérir un prêt d'éducation financière. Donc, évidemment, ça touche plus les strates de personnes qui sont moins éduquées, mais ça peut toucher tout le monde. Ça peut être aussi par des intérêts, des gens qui s'intéressent pas du tout à la gestion de leur argent.
qui mettent tout sur leur compte courant pendant des années. Ça arrive qu'ils pensent même pas à placer de l'argent, ça m'est déjà arrivé. Hein. Et parce que finalement, le système fait que jusqu'à un certain point, t'as pas forcément besoin de t'en préoccuper. Enfin, on a beaucoup de dispositifs qui automatisent un petit peu la chose, alors pas de la meilleure manière, mais qui te permettent en tout cas de pouvoir avancer, gagner ton argent sans avoir tout de suite à te préoccuper de ce qu'il y a à faire pour pouvoir optimiser cette gestion. Ouais, tous les systèmes de DCA, de versement programmé, etc. Moi je trouve ça bien. Hein, j'encourage, notamment pour les gens qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie de gérer leur argent. Le fait de mettre en place des investissements automatiques de manière régulière, je pense que c'est bien. Hein. Et tu disais aussi que finalement les nouvelles générations, elles ont tendance à être un peu plus éduquées ou un peu plus formées parce qu'elles ont accès à plus de contenu. Dans le lot, il y a quand même beaucoup de mauvais contenu. C'est vrai. Est-ce que tu as déjà remarqué justement des conséquences de ces choses-là? Alors, je sais pas, auprès de tes clients ou dans ton entourage, etc. Est-ce que tu te rends compte que finalement, avoir un accès trop direct au contenu et pas être en capacité de savoir s'il est bon pour nous ou pas peut générer du dégât? Chez mes clients, honnêtement, pas trop parce que c'est des mecs brillants et du coup, ils sont pas à voir par ce genre de piège globalement. Mais oui, mais quand je vois parfois des créateurs de contenu ou des influenceurs sur Instagram qui disent des choses fausses ou qui font des énormes raccourcis, qui conseillent parfois de faire des choses illégales même par méconnaissance, pas parce qu'ils sont honnêtes, mais je pense qu'ils savent même pas que c'est interdit. T'as des exemples comme ça en tête ou J'avais vu, je sais plus, par exemple des mecs qui conseillent de sous-louer leur appartement, chose de base, mais c'est interdit de sous-louer. En tout cas sans l'accord du bailleur, et le bailleur en général ne donne pas son accord, mais j'avais une vidéo d'un mec qui conseillait à tout le monde de sous-louer ou de faire des prêts dans différentes banques sans les déclarer, choses comme ça. Je crois que j'avais déjà vu deux trois vidéos de ce type, effectivement. Ouais, c'est assez alarmant, mais donc je pense que ça peut créer chez les gens des idées fausses, comme quoi c'est facile de gagner de l'argent. Je vais gagner de l'argent avec les cryptos en 2 mois, ou des gens qui vont penser que c'est facile de gagner de l'argent et que c'est rapide, alors que c'est long et difficile. Et le pire, c'est quand par exemple des personnes investissent, par exemple, ça peut être dans les cryptos. J'en ai vu plusieurs personnes qui en fait sont dans un bull run, une période où tout monte, et même en bourse c'est déjà arrivé, où en gros tu achètes un peu n'importe quoi et ça monte. Et donc souvent ils mettent des petits montants parce qu'ils s'initient. Ils ont l'impression d'être super forts parce que tout monte, mais en fait c'est juste parce qu'ils sont dans une bonne période qui dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après du coup ils se prennent un peu pour des stars, il y en a qui empruntent de l'argent, etc. pour même leurs amis, etc. ou à la banque, pour après investir des montants plus gros, et puis finalement ils perdent de tout parce qu'ils se rendent compte après que ils ont juste eu de la chance en gros, quoi. C'est vrai qu'en souvent en période de bull run, on voit beaucoup de témoignages comme ça. Alors moi, je traîne aussi beaucoup sur Twitter, sur ce qu'ils appellent le crypto Twitter, donc vraiment toute la sphère où les gens vont parler de ça. C'est vrai que tu vois énormément de témoignages de gens qui ont du coup été faire des emprunts. Il y avait cet exemple d'une famille qui avait vendu sa maison à femme et enfants, etc. et qui allait vivre dans un van en attendant l'explosion du Bitcoin. Ouais, effectivement. Après, c'est des paris de vie, quoi. Hein, à ce moment-là, c'est plus de l'investissement, c'est de la spéculation. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup les gens qui se vantent un peu sur les réseaux d'avoir gagné beaucoup d'argent, mais bizarrement, on n'entend jamais personne dire qu'ils en ont perdu beaucoup. Alors que ça, le marché financier, c'est quand même assez mathématique. Hein. Quand il y a un gagnant, il y a un perdant en face. Hein. Oui, c'est forcément. Et dans réalité, c'est même souvent 10% de gagnants qui prennent 90% des gains. Donc plutôt sur 10 personnes, il va y avoir 9 perdants et un gagnant. C'est très vrai en bourse. Et c'est aussi assez vrai dans les cryptos, je pense. Hein. L'éducation financière, c'est vrai que nous, chez Jared, par exemple, on considère que ça touche pas que l'investissement. L'investissement, c'est un des piliers de l'éducation financière, mais il y en a d'autres avec la gestion du budget, avec la gestion de la dette, avec la définition de ses objectifs et avec le droit du consommateur. Tu suis un petit peu ce qui se fait en termes d'arnaque en ce moment financière, tous les scams, les fraudes, etc. Ouais, je suis avec tout ce qui est deepfake notamment. C'est assez impressionnant maintenant tout ce qui est deepfake, arnaque au président.
je suis pas, je cherche pas forcément d'informations dessus, mais naturellement, genre j'en vois souvent passer. Ouais. Celle qui m'angoisse particulièrement, c'est celle au faux conseiller, où en fait quelqu'un va usurper l'identité de ta banque, te demander de valider tes opérations, ensuite te siphonne les comptes. Parce que le problème, c'est que en fait, les banques sont réticentes au remboursement sur ce type d'arnaque-là, parce que en fait, l'autorisation vient de toi. Bien sûr. Quand tu te fais arnaquer par fraude à la carte bancaire ou quoi que ce soit, c'est un petit peu une défaillance technique, on va dire, du produit, tandis que là, c'est finalement une approbation humaine. Ouais, oui, c'est vrai. Et ce sujet-là, il est assez dingue parce que on a l'habitude de voir des arnaques depuis des années, mais on dirait que ça se calme pas et donc les gens continuent à tomber dedans. Tu penses que c'est aussi en raison d'un manque d'information, un manque d'éducation, ou c'est juste que en fait c'est quelque chose qui est trop perfectionné pour qu'on sache les déceler correctement? C'est vrai que même maintenant, tout ce qui est mail, ça arrive tout le temps sur l'arnaque, ou même en tant que salarié d'une banque et autre, on reçoit un mail pour nous dire il faut faire ça pour faire tel virement parce que sur telle opération il s'est passé ça, et un peu arnaque par mail. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était vraiment risible parce que les mails étaient très mal faits, il y avait des fautes d'orthographe. La fameuse arnaque au président qu'on a tous vu sur nos boîtes pro, par exemple. Ouais, c'est ça. Et maintenant, parfois, moi, je regarde le truc pendant 30 secondes, ça te met le doute. Je pense que c'est faux, mais c'est bien fait quand même. T'as des clients qui te font remonter parfois l'info qu'ils ont des tentatives justement de fraude? Ouais, de toute façon, on les encourage dès qu'il y a la moindre tentative de fraude à nous le dire, évidemment, parce que si on le fait pour eux, ça peut être pour d'autres clients. Donc après, faut qu'on soit au courant pour remédier à ça. Mais oui, clairement, et avec tout ce qui est maintenant vidéo, deepfake, etc., ça va devenir de plus en plus compliqué. Hein. Même ils peuvent reproduire la voix maintenant. Ils peuvent en fait vraiment reproduire et la voix et c'est physique. Donc c'est hallucinant. C'est là-dessus effectivement, il va y avoir besoin de beaucoup de sensibilisation et aussi qu'on ait des outils qui permettent de les détecter, parce qu'avec la meilleure sensibilisation du monde, si on y croit, on y croit. Hein, de toute façon. Ouais, c'est sûr. Donc, gros sujet, gros chantier à l'avenir, et il y a des boîtes qui commencent à essayer de lutter contre ça, notamment contre les deepfakes. Mais je sais que les deepfakes vocaux, c'est relativement facile d'identifier le truc, mais l'image, c'est vraiment compliqué. Oui, puis ça va pas se faciliter avec avec les sorties, effectivement. Toi, tu t'es jamais fait avoir, t'es jamais tombé dedans pour l'instant, t'es safe? Moi, alors, une fois, ce qui m'est arrivé, c'était drôle. Par contre, j'avais un rendez-vous avec un client et c'était pas lui en fait, c'était un autre qui était venu à sa place, qui se faisait passer pour lui en pensant que je l'avais jamais vu. C'est pas vrai. Incroyable. Et comment tu t'en es aperçu du coup? Parce que j'avais regardé sa carte d'identité tout simplement avant, et que j'ai bien vu que c'était pas lui, quoi. Et comment est-ce que lui, donc le fraudeur, était au courant qu'il y avait ce rendez-vous de prévu, etc.? Parce que c'est lui qui avait pris le rendez-vous du coup. Ouais, c'est lui qui avait pris le rendez-vous, c'était par téléphone en gros, monsieur machin prend rendez-vous, je suis ok. Donc il savait que tu avais un client spécifique? Apparemment, ouais, il devait savoir que j'avais ce client, et du coup il avait pris rendez-vous, et c'était pas lui. C'était longtemps, c'était un client qui était expatrié, donc c'est un peu différent. Ouais, d'accord. Il était pas en France et tout, et il était en Afrique en l'occurrence, et du coup, je me c'est pas vous. Et en gros, à quelle fin il essayait justement de se faire passer? Il allait te demander de décaisser de l'argent ou de faire des virements ou j'imagine. Du coup, j'ai même pas su le fin du fin, mais j'imagine que c'était sûrement soit pour essayer d'avoir des informations sur la personne, incroyable, soit à des fins de détournement. J'ai un de mes clients aussi qui s'est fait d'ailleurs hacker, usurpation d'identité. Je faisais des placements et je regarde, j'arrivais même pas à lui faire une carte bancaire parce qu'il était interdit bancaire. Je me dis, c'est bizarre quand même. C'est pas beaucoup d'argent pourtant. Et en fait, usurpation d'identité, il était même pas au courant. C'est moi qui lui ai appris du coup. Et quelqu'un avait fait un faux lui, et allait dans les banques et demandait des prêts avec des documents. Il a réussi à récupérer des documents sur lui. Enfin, faire hyper attention. Hein. Et je crois que c'est un cauchemar. Hein, il me semble qu'après coup, c'est ultra compliqué ensuite de faire toutes les démarches. Parce que tu dois prouver que c'est pas toi, et donc ensuite t'as interdit bancaire, donc tu peux avoir de prêt, non, c'est pénible. Hein, ouais.
Donc, ouais, effectivement, être très vigilant sur tous ces aspects-là. Ça, on le répétera jamais assez. Donc, pour l'instant, t'es safe sur ce niveau-là. Pour l'instant, j'ai de la chance et aussi, je pense que je suis quand même assez vigilant. Alors, je me suis jamais fait avoir. Ok, super. Écoute, merci beaucoup, Jérémy.